Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité. 89.4 sur la bande FM. J'évite ainsi le regard cohaussé de mon camarade Jean. C'est l'histoire à Caille 234. Tu n'évites rien du tout. Du 10 décembre 2013. Le fond de l'air est très frais, mais un beau ciel bleu sur Paris, camarades de province. Mais je pense que c'est sur la France entière. Un anticyclone. Vous voyez ce que je veux dire? Avec notre camarade Pikachu à la régie, à la programmation musicale. Bonjour tout le monde. Et une voix, enfin bon. Notre camarade hussard noir de la République, Jean. Il y avait du givre dans les allées du Père-Lachaise ce matin. Ouais. Bonjour à tous. Voilà une info de première bourre, comme on dit. Et ma pomme pour vous causer dans le posque des dessous du visible. Ça, c'est encore une des pétarades de notre Jean. Voilà, il a intitulé cette émission Les dessous du visible. Vous voyez la fine allusion? Non, bon. Pour une émission consacrée, évidemment, comme d'habitude, quand j'oublie pas de vous l'annoncer, à l'artiste dans la société. Là, je vous la fais courte, je ne fais pas de commentaires douteux. L'artiste en dehors de celle-ci. L'artiste et l'engagement politique, virgule. L'artiste et la religion, une autre virgule. L'artiste et la science, c'est la dernière virgule. L'artiste et l'autorité, point de suspension. Et vous savez ce qu'on lui dit à l'autorité, à l'unanimité de cette petite bande de frappe de banlieue. Oh la merde! Voilà. Non, mais vous avez de la chance que le make-up atténue un peu mes gueulements. J'ai remarqué que j'ai beau crier comme un dingue dans le micro, ça s'entend pas. Bon, la petite citation du jour, toujours de notre camarade. Oui, ça sent quand même, à la réécoute, ça sent quand même le poumon en bon état. Hein. Il y a peut-être plus que ça qui soit en bon état, mais ça, c'est en bon état. Ouais. Bon. Eratom, c'est un petit texte de notre camarade Desproges, toujours aussi intéressant quand il écrit ces petites citations, enfin quand on... Écoutez bien. Dans le petit livre rouge des ultra-féministes américaines, parce qu'en Amérique on est toujours ultra, hein, d'un côté ou de l'autre. Écoutez bien, le 6e jour, Dieu créa Adam. Vous savez. Puis il corrigea son erreur. Je vois pas ce que ça ferait dans le petit livre rouge des ultra-féministes américaines. C'est excellent, ça. C'est excellent. Vous savez que le 6e jour, après, il y avait le 7e. C'est donc le 7e jour. Pour ceux qui ne sont pas familiers des textes bibliques, ça veut dire qu'il créa la femme en prélevant une côte à ce connard d'Adam qui a perturbé toute la chaîne de la vie avec cette Bon, bref, bon. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Moi, je rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40 pour nous joindre pendant les pauses musicales. Mais dans la maison tiède et douce, ou sous le toit de tuiles rousses, un enfant nu dort sur son lit. Le petit poste en galalite dit soudain des mots insolites qu'on croyait tomber dans l'oubli. La fenêtre obscure est ouverte au contre-jour de vignes vertes où le vent pousse le rideau. Ces contrevents pâles s'accrochent au mur qui s'appuie à la roche avec un figuier dans son dos. On entend marcher sur la sente, sans doute la mère est absente, qui laisse à son fils endormi. Et c'est comme un essaim de mouche, c'est vocable d'aucune bouche, l'enfant se retourne et gémit. Sans oreilles à ses paroles, l'ombre fait le maître d'école devant la cuvette et le broc. Il leur dit comme un fait vulgaire qu'à l'aurore aujourd'hui la guerre a levé son front de taureau. Il faut
recommencer qu'on meurt, des gens dormaient dans leur demeure, comme ici dort cet enfant-là. L'armoire se tait, mais la porte proteste, après tout peu m'importe, ça se passe au Guatemala. Je saisis mal toutes ces choses, notre voisine est peinte en rose, il faisait si beau ce matin. Sur la terrasse on pouvait voir sécher du linge et des bas noirs devant les volets bleus d'étain. C'était Marc Augeret qui interprétait « Il faisait si beau ce matin ». Oui, ça se passe pas au Guatemala, ça se passe en Afrique du Sud. Et les volets clos bleus, ça peut être les volets des baraques de Soweto. Pour me mettre un petit grain de sable dans l'espèce de foire mortifère à propos de la disparition de Mandela, cet homme qui s'est battu toute sa vie, enfin une bonne partie de sa vie en tout cas, qui l'a payé de près de 25 ans de prison pour l'indépendance du peuple noir d'Afrique du Sud. Voilà, il était évidemment, il n'a pas toujours été un saint pacifiste comme à la fin de sa vie. Il a aussi dirigé une lutte armée quand il voyait qu'il n'y avait pas d'autre méthode pour pouvoir un petit peu secouer le pouvoir blanc dans ce pays de merde. Enfin, il l'était en tout cas à cette époque-là, par les africanaires, comme on les appelait, les descendants des colons hollandais, anglais. Voilà, alors là, c'est la foire d'Empogne, à propos de ces obsèques, il y a 100 chefs d'État qui vont aller se faire briller là-bas, à bon compte. Vous voyez, ils vont essayer de prendre un peu de vernis de cet homme, 100 hommes d'État, dont évidemment notre Gugus à nous, nos deux Gugus à nous, la droite et la gauche, ou la gauche et la droite, qui vont s'envoler là-bas de concert, mais pas dans le même avion. Ils se supporteraient peut-être pas pendant 10 heures de voyage. Voilà, ils poussent pas quand même je sais pas comment on pourrait appeler ça, enfin l'exemple de Mandela jusqu'au bout, quoi. Eux, ils peuvent pas se supporter pendant 10 heures d'avion. Mais bon, c'est quand même un paradoxe quand on va à l'enterrement d'un homme qui a su, lui, réconcilier les Blancs et les Africains blancs et les Africains noirs en Afrique du Sud, enfin en apparence en tout cas. Je ne sais pas si ça durera longtemps maintenant qu'il est mort, on peut en douter un peu quand même, surtout quand on voit le petit commerce, le petit business. Je ne parle pas des pauvres gens qui vendent 3 bricoles devant la maison de Mandela, parce que comme le disait ce matin un Sud-Africain, il disait que c'était les gens pauvres, quoi, qu'on ne pouvait pas leur reprocher. Par contre, il y a des entreprises qui font un vrai business avec ça, dont les descendants de Mandela qui ont fait, comme on dit, du nom de Mandela le nom d'une marque, voilà, et sous ce nom de Mandela, une marque déposée, c'est-à-dire que personne d'autre qu'eux ne peuvent l'exploiter, et on va jusqu'à vendre du pinard qui s'appelle Mandela, quoi. Ça donne quand même une perspective. Enfin bon, c'est assez commun maintenant. Vous voyez, on fait du fric avec tout, on dépose les semences, on privatise les semences, c'est-à-dire qu'on privatise la vie. Alors pourquoi on privatiserait pas le nom de cet homme que je refuse d'appeler un grand homme, comme ils le disent tous. C'est un homme debout, comme on devrait tous l'être d'ailleurs. Voilà, il a été un peu plus costaud que la plupart d'entre nous, qui seront jamais confrontés à 25 ans de prison, mais il est comme ces résistants dont on vous a parlé, qui ont fait le Conseil national de la résistance, des gens aussi, enfin, qui ont pas sa notoriété, parce que bon, ça se passait en France contre le nazisme, mais bon, voilà, je veux dire, c'est un homme, oui, certes, il est à regarder comme quelqu'un qui a fait des choses un peu extraordinaires, parce que personne ne fait les mêmes choses. On est tous en ce moment dans une espèce de servage mou,
Voilà, on sait bien qu'en France, je répète, mais on le répétera jamais assez, et à quoi ça sert de le répéter, on ne sait même pas, qu'il y a 10 millions de pauvres, qu'il y a des enfants, il y a 35 000 nourrissons qui sont alimentés par le secours, par comment ça s'appelle, le chose de Coluche là, Les Restos du Cœur. Les Restos du Cœur, oui, 35 000 nourrissons, vous imaginez. C'est même pas l'État qui s'en occupe, c'est des comment dirais-je, des associations caritatives, voilà. Alors bon, malgré tout, notre président va là-bas pour faire. Je répète encore une fois, tout ça, c'est parce que tous ces chefs d'État qui sont tous plus ou moins des satrapes ou des apprentis satrapes ont besoin de se mettre un petit peu de piquer à Mandela, de lui voler de son exemple, alors qu'ils sont pas du tout exemplaires. Voilà, c'est une, comme on dit, je sais pas, il y a des tas d'expressions pour qualifier ce comportement, mais elles sont tellement horribles les unes plus que les autres, ou les autres plus que les unes. Je vais pas insister, mais enfin vous dire que ici à Radio Libertaire, en tout cas dans cette émission, on n'est pas du tout dans ce consensus débile, de panégyrique absurde d'un homme qui en a jamais demandé autant, probablement, qui a voulu rester dans une sorte d'anonymat, parce que lui se rendait... C'est souvent le cas des gens qui font des choses un peu hors normes comme ça, ils sont en fait des gens modestes, si on peut dire, quoi, qui n'ont pas envie de faire briller leur personnage avec les actions qu'ils ont engagés dans la vie. Voilà. On peut multiplier les exemples, quoi qu'il n'y en ait pas trop. Il ne faut pas non plus rêver. Des Mandela, ça ne court pas les rues. Par contre, des chefs d'État comme ceux qui vont être représentés là-bas, si ça court les rues. Et si on pouvait un peu les éliminer... pas physiquement, non, on n'est pas violent à ce point-là. Enfin bon, on peut les ridiculiser, en tout cas, les décrédibiliser dans le petit cercle des auditeurs de Radio Libertaire, ça serait déjà un grand pas de fait. Bon, ils n'ont pas besoin de nous, en prenant 2 avions, parce que non, mais c'est... Non, c'est vraiment des égos inversement proportionnels à leur capacité, quoi. Ouais. Et puis ça laisse ça détruit complètement leur démarche, quoi. Complètement. Surtout s'ils allaient voir à l'enterrement de Poutine, encore on pourrait comprendre, mais à l'enterrement de Mandela, non, quoi. Voilà. Ouais. Puis pour en finir avec la marque Mandela, tu te rappelles du nom du capitaine de l'équipe d'Afrique du Sud de rugby qui a gagné la Coupe du Monde après sa prise de fonction? Non. Pinard. François Pinard. Non, c'est c'est un descendant de Parpaillot français, probablement. Exactement. Ah, d'accord. François Pinard. Ça, au moins, c'est rigolo. Voilà, donc il y a des bouteilles de Pinard signées Mandela, c'est pas forcément plus étonnant que ça. Bon, tout à l'heure, je vais parler des violences faites aux femmes dans la peinture. J'ai fait mon papier là-dessus. Alors, de manière assez décalée. J'ai en fait trouvé, il y a bon nombre de tableaux assez violents comme ça, et dont certains sont d'ailleurs très beaux, mais moi j'ai préféré en fait prendre des tableaux très doux. Les livres que je vais vous conseiller aujourd'hui, il y en a 2. Ils sont un petit peu en lien avec le papier qui va suivre. Le premier, c'est Anarchisme, féminisme contre le système prostitutionnel, par Hélène Fernandez et Elisabeth Claude. C'est édité aux éditions du Monde Libertaire. S'appuyant sur de nombreux témoignages de personnes prostituées, mais aussi sur une copieuse bibliographie, l'ouvrage propose un bref état des savoirs sur le système prostitutionnel, les législations appliquées dans plusieurs pays, les prostitueurs et la construction d'une masculinité principalement centrée sur l'appropriation du corps des femmes. Mais ce livre a surtout le grand mérite d'analyser les mythes conçus pour renforcer et maintenir le système prostitutionnel. Du poncif, le plus vieux métier du monde, au sournois, la prostitution est un travail comme un autre, les auteurs passent en revue les différentes trouvailles promotionnelles des défenseurs du système prostitutionnel. On trouve ainsi dans l'ouvrage d'utiles arguments qui alimentent les questions du travail, de la liberté, de la subversion, du sens, du consentement, au cœur des rapports de domination. Et je rappelle justement que la Fédération anarchiste refuse le système prostitutionnel en tant que système de domination, en tant qu'obstacle à l'émancipation des femmes et des hommes. Les réponses apportées évidemment au problème, c'est un autre débat, qui fait d'ailleurs rage en ce moment sur les listes de la Fédération, comme celle de Radio Libertaire. Je ne m'occupe pas de ça ce matin. Le second bouquin, c'est le livre noir des violences sexuelles
par Muriel Salmona. Les violences sexuelles, familiales et conjugales sont des réalités encore peu considérées par les acteurs médico-sociaux et politiques. Or, les conséquences psychotraumatiques de ces violences sont énormes en termes de santé publique. On le sait assez peu. Cet ouvrage entend dénoncer ce silence et cette démission pour permettre aux victimes d'être réellement et efficacement traitées. Un livre document qui éclaire, explique et interpelle. C'est très pédagogique. Au sommaire, penser les violences sexuelles, les mécanismes à l'origine des violences, pourquoi les violences ne sont pas dénoncées, le cycle infernal des violences, les pathologies liées aux violences sexuelles, la dissociation et l'anesthésie émotionnelle, l'hypervigilance, les conduites de contrôle et les conduites d'évitement, les conduites dissociantes, les autres conséquences psychotraumatiques, survivre à la violence, pourquoi est-on choisi comme victime, pourquoi commettons des violences, comment gérer sa mémoire traumatique, comment survivent les victimes, prise en charge et traitement. Voilà, l'éditeur c'est Duno, et ces 2 bouquins ont été sélectionnés pour la librairie Publico par les animatrices de l'émission Femmes Libres qui a lieu le mercredi à 18h30 sur cette même radio, Radio Libertaire 89.4 FM. Super papier, mon Jean. Très nécessaire en ce moment, d'ailleurs, parce que, voilà, il y a des gens qui savent pas très bien où se situer. Je crois qu'avec ça, ils pourront enfin le faire. Eh ben, écoute, elle donne un truc que je trouve pas mal. Ces femmes, ces animatrices de l'émission Femmes Libres, que je trouve pas mal, c'est elles nous posent la question simplement, au moment de l'abolition de l'esclavage, est-ce qu'on aurait préféré un encadrement ou l'abolition pure et simple? Voilà, je trouve que ça peut aider aussi à se situer par rapport à la prostitution. Oui, surtout que sans désigner personne, etc. Mais dans ces femmes libres, justement, il y en a quelques-unes qui ont approché de très près ces milieux de la prostitution. Voilà, donc elles ont un discours qui n'est pas du tout intellectuel, enfin pas seulement intellectuel, mais un discours de vécu aussi. Donc voilà, on peut penser que c'est quand même important, ce sont des témoignages. Le secteur associatif compte 1,8 million d'emplois. Déjà bien malmenés sous Sarkozy, les associations le sont toujours sous Hollande. Ce sont 30 à 40 000 emplois qui vont être supprimés en 2014 dans ce secteur, un plan social invisible qui va gonfler les listes de Pôle emploi et faire mettre la clé sous la porte à un grand nombre d'associations qui travaillent dans le domaine de l'environnement, de l'éducation populaire, de la défense des droits, de la culture, le planning familial, la prévention, le sport, autant de petites structures qui travaillent chaque jour près des populations. Plus d'éducateurs de rue dans les rues d'Orléans, Pithiviers ou Montargis pour aller à la rencontre des ados, idem en Seine-Maritime. Fermeture de plusieurs centres de planning familiaux en Isère, quelques exemples donc parmi tant. La faute à qui? La faute à quoi? Les coupes franches dans le budget des collectivités locales qui ne peuvent plus soutenir ces associations et la politique de l'État qui oriente ses subventions et ses appels d'offres vers les plus grosses structures transformées en prestataires de services. Depuis 2008, les nouvelles réglementations remplacent la culture de la subvention, dixit Roselyne Bachelot, par un système de commande publique, système renforcé par Fillon en 2010, qui déclare que la grande majorité des activités exercées par les associations peuvent être considérées comme des activités économiques et entrent donc dans le champ concurrentiel. Impensable de laisser des associations en concurrence avec les domaines repris par le privé et très lucratifs, comme les services d'aide à la personne. Ah, voyons. Les associations les plus grosses raflent les subventions, comme par exemple la Fédération Léo Lagrange. Pas d'inquiétude pour celle qui emploie 8000 salariés et qui est de plus en plus sollicitée sur la petite enfance. Son président Bruno Leroux en tire une grande fierté. Ajoutons que ce dernier est aussi député PS et président du groupe socialiste à l'Assemblée. Ben voyons. Un comble, les structures associatives les plus subventionnées en France se trouvent au ministère des Finances, à quelques étages sous le bureau du ministre de l'économie Pierre Moscovici. La cantine de Bercy est une association, le comité des œuvres sociales du ministère est une association, et le total des aides qui leur sont versées atteint 67 millions d'euros. Si l'on retire le demi-milliard d'euros ainsi consacrés à des organismes parapublics ou de cogestion, il reste 700 millions pour les associations, orientées donc en priorité vers les plus grosses, les mieux à même de répondre à un appel d'offres. Donc que faire?
pourquoi pas une grève nationale de toutes les associations qui chaque jour collent des rustines et maintiennent la cohésion sociale. Et là, on verra bien à quoi on arrive. Révolution! Révolution! Il y en a marre! Oui, au cul! Ah ben. La vie, la santé et l'amour sont précaires. Pourquoi le travail échapperait-il à cette loi? C'était Laurence Parisot, présidente du MEDEF. On te prend, on te sort, on te jette, on te vire. On te prend, on te sort, on te jette, on te vire. Tu travailles pour des miettes, en plus il faut sourire. Tu travailles pour des miettes, en plus il faut sourire. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Y'a basta, y'a basta, y'a basta, basta, y'a basta, y'a basta, y'a basta. La sécu, la retraite, bientôt des souvenirs. La sécu, la retraite, bientôt des souvenirs. Les loyers, c'est la fête, mais pas pour ta tirelire. Les loyers, c'est la fête, mais pas pour ta tirelire. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Y'a basta, y'a basta, y'a basta, basta, y'a basta, y'a basta, y'a basta. Les télés, les matraques disent de bien se tenir. Les télés, les matraques disent de bien se tenir. C'est la peur qui remplace les rêves d'avenir. C'est la peur qui remplace les rêves d'avenir. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Y'a basta, y'a basta, y'a basta, basta, y'a basta, y'a basta, y'a basta. On te filme, on surveille tes soupirs. On te fiche, on te filme, on surveille tes soupirs. Orwell dans sa tombe n'a pas fini de rire. Orwell dans sa tombe n'a pas fini de rire. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Y'a basta, y'a basta, y'a basta, basta, y'a basta, y'a basta, y'a basta. Sans papier, sans logement, juste bon à offrir. Sans papier, sans logement, juste bon à offrir. Tes deux bras, ta sueur pour nos villes à construire. Tes deux bras, ta sueur pour nos villes à construire. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Y'a basta, y'a basta, y'a basta, basta, y'a basta, y'a basta, y'a basta. Mors ton voisin si tu veux réussir. Mors ton voisin si tu veux réussir. C'est la rage du gagnant, il faut vaincre ou mourir. C'est la rage du gagnant, il faut vaincre ou mourir. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Y'a basta, y'a basta, y'a basta, basta, y'a basta, y'a basta, y'a basta, basta, y'a basta, y'a basta, y'a basta, y'a basta. C'était la compagnie Joli Môme qui interprétait Yabasta. Alors la compagnie Joli Môme est en résidence à Saint-Denis et je suis allée à un de leurs cabarets spectacles vendredi soir. Il faut vraiment y foncer. On a un repas et spectacle pour 25 €. Il y a toute cette pêche-là toute la soirée. Donc allez-y, foncez. Je crois que c'est jusqu'au 20 décembre, tous les vendredis soirs. D'accord, bah merci beaucoup Piquet-Coup. Toujours sur le front. Ouais, parce que toi, c'est pas étonnant, mais nous, comment on survivrait à cette énergie? Oui, non, oui. Oui, enfin bon, je survivote, quoi, disons. On est sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, 89.4 sur la bande FM, n'est-ce pas, mon Jean?
Et puis, avec notre camarade Piquet. Et les efforts ce matin. À la régie, au téléphone, bref, à tas de choses. Elle est multi-carte, on peut dire ça comme ça. Elle n'en a jamais assez, il faut qu'elle s'active, quoi, du matin au soir. Et je dis que ceux qui passent dans son périmètre, ils sont quand même... Sinon, elle fait des œdèmes, faut dire, oui. donc... Ils sont légèrement fatigués, voilà, pour être gentil. Bon, tout de suite, notre Jean va vous introduire, si on peut s'exprimer ainsi. Il y en a peu qui peuvent se vanter d'avoir été introduit par Jean. Oui, bon, pour ne pas voir écrit sur les arts du visible par Jacques Derrida. Voilà, je voudrais aussi préciser avant que on a mis les liens sur le blog de l'émission avec un peu d'avance aujourd'hui. Donc ceux qui ont la possibilité, tout en nous écoutant, de se brancher sur Internet, pourront voir les tableaux dont on va parler un petit peu tout à l'heure dans l'émission. Donc je rappelle l'adresse du blog http://arakai.blogspot.fr. Vous avez l'émission du jour qui apparaît en haut du tableau avec les liens. Il suffira de cliquer sur Cranach quand Robert parlera de Cranach, sur Chair des femmes pour voir les deux tableaux dont je vais parler, et sur Atlan pour voir le tableau dont Piquet-Cou, l'artiste dont Piquet-Cou va parler en fin d'émission. Voilà. Pensez à ne pas voir écrit sur les arts du visible par Jacques Derrida. Ce recueil, c'en est un, reprend les principales interventions de Jacques Derrida sur l'esthétique entre 1979 et 2004. Alors ça peut être des rencontres, des études, des conférences ou encore des entretiens. Dans un dialogue qu'on va dire serré avec le visible, qui est pour lui le lieu de l'opposition fondamentale entre sens sensible et intelligible, il pose entre autres questions celle de la singularité de la peinture, du dessin ou de la photo. Mais écoutons plutôt Piquet-Cou. Le photographe est parti. Il a dit la vérité. C'est elle. Elle reste sans témoin. Sauf un témoin invisible, pour attester qu'il n'y a plus de témoin. C'est comme si elle était morte, ensevelie vivante dans les couronnes fleuries de sa robe de mariée. Elle nous vient du Japon. Cette grande œuvre photographique ne dit pas un mot. Elle reste muette, certes, et en apparence, elle se contente de montrer tacitement une scène de silence. Une jeune femme s'expose à la lumière et à l'œil. Elle semble même un instant s'exposer à la mort comme une vierge, une fiancée, une épouse, une mère entre jour et nuit, mais sans jamais parler. Cette jeune femme est la légèreté même d'un corps d'image. Rien n'est plus léger qu'une image. L'image de la pesanteur ne pèse rien. Comme toute image, celle-ci, cette image, cette femme-ci, vient de la nuit et retourne sans attendre à la nuit comme à son élément primitif. Elle se partage entre le jour et la nuit. Elle dit sans phrase le partage de la lumière et de l'ombre. Elle y naît, elle y meurt, elle est portée par la nuit, mais comme le plus léger des simulacres. Or, comme elle expose, d'autres diront qu'elle propose sa nudité au regard, voire au voyeur, et à ce mercantilisme potentiel qu'introduisent toujours le spectacle, la curiosité, les prothèses optiques et la reproduction technique. Cette jeune femme est elle-même, certes, unique et très singulièrement elle-même, mais c'est aussi la lumière. La lumière se cache, elle se tient en retrait, entre parenthèses, entre autres choses, à savoir l'ombre. La prise de vue, la signature de l'ombre eut lieu une seule fois. Cela n'advint qu'une fois, et cette fois, comme cette femme, reste unique, singulièrement seule, absolument solitaire, absolue. Mais ce n'est pas tout. En quoi cette clarté légère est-elle de la nuit ? Pourquoi semble-t-elle non seulement sortir et procéder de la nuit, comme si le noir donnait naissance au blanc, mais appartenir encore à l'ombre, rester cependant au cœur du sombre abîme dont elle émane ? Il y a deux réponses à cette question. L'une paraît classique. Elle rappelle dans son principe une vérité de la vérité, celle qui s'imprime et se réfléchit dans toute l'histoire de la philosophie depuis Platon. Et cette jeune femme exhibera aussi, autant qu'une histoire philosophique de la pudeur, de la nudité réservée, une allégorie de la vérité même en son mouvement de voilement et de dévoilement, l'origine de la lumière, la visibilité du visible, à savoir de la nuit noire, de cela même qui, laissant paraître les choses dans la clarté, par définition se dérobe à la vue. C'est ce qu'elle fait, elle. Elle se dérobe à la vue. Elle se soustrait à la vue en exhibant lentement, ou faisant attendre dans l'imminence le geste
par lequel elle esquisse le mouvement de retirer sa robe. La visibilité elle-même est invisible. Elle est donc sombre, obscure, nocturne, et il faut être aveugle pour voir, pour avoir le pouvoir de voir et de savoir. Cette œuvre montre, sans rien en dire, ce qui suspend la photographie au désir et le désir à la photographie. La force du désir est un voleur irrésistible, mais un voleur qui exige un témoin et installe une caméra, la même où il défie la loi. D'où me vient cette émotion ? Je la sais entretenue par un non-savoir, sans doute, né d'une indécision où respire le désir. Réussirai-je jamais à savoir si j'aime cette œuvre photographique ou déjà cette femme-ci, tout autre et singulière ? Voilà, c'est fort, hein. Non, mais c'est remarquable, hein. Ouais. Alors, il y a plein de pépites comme ça dans ce bouquin. Bon, si j'avais un petit bémol, je trouve ça remarquable d'écrire comme ça sur la photographie, il le fait aussi sur le dessin, sur la peinture. Si j'avais un tout petit bémol vis-à-vis de la façon dont il construit son discours, c'est que je trouve qu'il accorde un peu trop d'importance aux titres donnés aux œuvres par les artistes eux-mêmes. Tu vois. Pour moi, c'est pas si... Il construit beaucoup de choses, en fait, sur les titres, tels qu'ils ont été donnés par les artistes. Quoi. Pour moi, c'est un peu... Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'artistes qui trouvent un titre parce qu'il faut bien en trouver un. Je ne crois pas que ça ait autant d'importance que ça. Mais enfin, bon... Peut-être chez les surréalistes, parce qu'ils ne se prenaient pas pour des pommes, mais bon. Quand on travaille sur les dessous du visible, de toute façon, c'est très intéressant de travailler là-dessus aussi. Hein, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui reposent là-dessus. Voilà, c'est quand même un livre très intéressant. Hein. Pensez à ne pas voir de Jacques Derrida est publié par les éditions de la Différence, des amis. Hein. Vous pouvez commander le livre à la librairie Publico, 145 rue Amelot, 75 011 Paris, métro Robert. Aubercamp, fille du Calvaire, ou République. Il est réveillé, nom de Dieu. Téléphone 01 48 05 34 08 et site internet après les W de rigueur, librairie-publico.com. Oui, c'est un texte remarquable pour notre genre, mais il faut dire que vous verriez sa tête, hein, c'est un vrai coffre-fort. Mais bon, je pense qu'il y a quelques personnes qui resteront un peu sur le bord du chemin, mon Jean, comme moi d'ailleurs. Non, je crois pas. Si. Je t'ai vu plusieurs fois. La larme au bord des yeux. Oui, non, c'est vrai que, mais c'est important aussi de parler de textes que pas forcément tout le monde va apprendre comme ça à la première lecture, mais ça pose quand même des questions et c'est peut-être utile de le lire, mais de le relire et de le relire et d'essayer de le comprendre vraiment. Mm-hmm. Voilà, en tout cas, il sera lu aussi sur le blog de l'émission, cet extrait. http://. En fait, il y est déjà. Il y est déjà. Ah bon, super. Blogspot.com. Ah non, mais donc, pour ceux qui n'ont pas tout compris pendant la chanson, ils peuvent aller le relire. Super.
C'était Madame Rêve, interprétée par Alain Bachung. Ouais. Et il s'est jamais réveillé depuis. C'est vous qui vous êtes pas réveillé. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité. Vous écoutez l'émission à Racaille, avec Piquet-Cou à la régie, au téléphone, à la programmation musicale, à la lecture des textes que nous pond notre camarade du Cerneur dans la C'est un peu une imprimante multifonction. Oui, c'est ça. Hein. Notre Jean, avec notre Jean que vous venez d'entendre, encore Esseladi et ses colibets, faut dire qu'il a un humour assez spécieux, hein. Spécial, pardon, je voulais dire. Oui, mais enfin, t'as dit ce que tu pensais vraiment, tu vois. Et des fois, les dessous du visible. Oui. Ouais. De temps en temps. Et des fois, on a des multiples points d'interrogation, et ça commence au bistrot le matin. Ah, je vais vous dire, dès le matin, il nous balance son humour. Bon, c'est pas triste. Je vous en raconterai une peut-être si vous êtes sage. Bon, pour vous causer tout de suite, comme l'a annoncé notre camarade Jean de Cranac, l'ancien, parce qu'il y a Cranac le jeune aussi. Moi, je sais pas que je préfère l'ancien au jeune, mais bon, l'ancien. Hein? Si. Oui, bon. Si Jean dit si, c'est que oui. Et aussi de Jean Rustin. Alors l'un est assez, ça correspond à peu près à la période du Quattrocento italien, non? Oui, c'est le 16e, je crois, 16e, ouais. Il y avait eu une très belle exposition d'ailleurs au musée du Luxembourg où j'étais allé en compagnie d'une charmante jeune femme, plutôt d'une gamine, quoi, parce que moi je suis plus à sortir avec les jeunes femmes, je sors plutôt avec les gamines maintenant. Non mais dis donc. Et voilà, sauf qu'au musée du Luxembourg, c'est étouffant, les salles sont petites, il y a un peuple, et puis moi ça me fout en l'air à chaque fois, donc j'ai pas pu profiter de Cranac, pour vous dire que c'est nudité dont il y a les 3 grâces, puis il y a deux Vénus au moins chez l'ancien, il y en a aussi chez Jeune qui a repris les thèmes de son père, et des portraits en pied évidemment, des nus, mais alors qui me trouble, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Il n'y a aucune peinture au monde, à part peut-être Rembrandt, mais pour une toute autre perception que Rembrandt, c'est d'une sensualité torride, là. Si vous n'avez pas de petite érection en regardant ses nus, c'est que vraiment, il faut aller consulter tout de suite. Tandis que chez Cranac, pas du tout. Mais c'est une peinture d'une beauté, c'est des femmes longilignes, extraterrestres, parce que il y a pas le modèle là j'en connais peut-être un, mais bon, je vais pas en parler, je veux pas qu'elle rougisse. Voilà, j'en ai rencontré un, alors elles ont des corps donc longilignes, des tout petits seins, un bassin aussi, c'est pas des juments, hein, c'est pas des femelles qui sont prêtes à mettre bas, hein, pas du tout, hein. Et elles ont un charmant petit pubis, un petit renflement là tout doux, enfin magnifique. Pourquoi ça trouble de cette manière? Moi je peux pas vous donner la clé de tout ça, hein, c'est personnel, mais en même temps c'est quelque chose de très curieux, c'est que ça ne devrait pas inciter à une rêverie un peu érotique, hein, pas du tout. Mais pourtant, c'est le cas. Mais c'est un érotisme délicat, c'est un érotisme caché, c'est quelque chose comme une fumée là, qui est dans ces œuvres de Cranac. Des femmes qui ont un visage aussi très curieux, un peu un visage de chat avec des yeux en amande. La tête c'est un peu comme chez Gréco, ça n'a rien à voir, hein, mais un peu comme chez Gréco, des têtes plus petites, semble-t-il, par rapport à la longueur du corps, qui est un peu aussi un corps déformé comme chez le Gréco, quoi. Mais avec c'est une peinture, c'est une délicatesse, c'est une technique éblouissante, quoi. Je veux dire, Cranac l'ancien, c'est une période de l'histoire de l'art où justement il sortait d'une certaine idéalisation des personnages pour aller vers quelque chose de plus vrai, de plus naturel. Là, c'est entre les deux, c'est encore une idéalisation, mais en même temps quelque chose qui ne donne,
c'est pas quelque chose de quand même d'idéal, puisqu'il y a cette vie qu'on n'explique pas, cette espèce de ce qui nous renvoie à cette espèce de pas de sensualité, mais d'érotisme, de vibration. Enfin, c'est quelque chose de magnifique. Pour moi, c'est presque l'idéal féminin, si vous voulez, inaccessible, qui reste dans l'imaginaire, qu'on rencontrera pas au coin de la rue, sauf, je dis, peut-être moi une fois, deux, peut-être trois, je sais pas, très furtivement comme ça, mais qui pouvait rappeler. Ça commence à faire beaucoup quand même. Oui, qui pouvait rappeler justement ces personnes. Mais en même temps, je dis c'est pas des personnages qui incitent au désir, physique en tout cas. C'est pas du tout ça. C'est situé dans l'imaginaire, quoi. C'est situé ailleurs. Et c'est ça qui est troublant, je pense, parce qu'il y a tous les attributs d'une féminité extraordinaire, mais il n'incite pas à des désirs salaces ou des trucs, vous voyez, comme pourrait le faire la peinture de Rembrandt ou de Rubens, quoi, où c'est des chairs débordantes, où c'est des appels au meurtre, quoi, carrément. Là, non, ça reste dans le domaine de l'irréel, un peu, voilà. Et alors, pourquoi Jean Rustin, qui, alors vraiment, évidemment, tout à fait à l'opposé de Cranach, dans cette beauté féminine idéalisée, mais sans être franchement extraterrestre, parce que on perçoit dedans, chez Cranach, on perçoit quand même des vibrations sensibles, c'est pas complètement glacé. Par contre, chez Jean Rustin, on en prend plein la gueule, parce que ce sont je parle encore des femmes, parce qu'il a fait des hommes, mais il a fait plus de femmes que d'hommes, qui me mettent très mal à l'aise. Je reconnais que c'est pas un truc qu'on peut regarder comme ça en rêvant. On est brutalement remis sur la terre par des corps complètement déglingués, des visages perdus, avec un réalisme oui, vraiment un réalisme extravagant, quoi. Surtout au niveau pas sexuel, comme on dit, les choses des féminines, là, gynécologiques. Enfin, oui, c'est un peu ça quand même. Des gens qui sont, parce qu'il paraît, le départ du travail de Rustin. Je ne veux pas vous faire l'historique de sa carrière, mais c'est lors d'une visite dans un hôpital psychiatrique, il a vu une petite fille handicapée mentale qui se masturbait. Et des internes en visite dans cet hôpital ricanaient comme des abrutis, quoi. Ils se faisaient des grosses blagues de comment on les appelle, pas les potaches, mais bref, de tout bib, quoi. Et Rustin, semble-t-il, ça l'a complètement mis hors de lui, et je pense que c'est le démarrage de cette espèce d'addiction qu'il a eue jusqu'à la fin de sa vie. Il n'est pas encore mort, hein, rassurez-vous, jusqu'à maintenant, pour ces êtres humains complètement perdus en dehors de tout. Voilà, ça se voit dans leur regard qui est complètement vide, ça se voit aussi dans leur corps qui est complètement cassé, décharné, et justement cette espèce d'impudeur, mais pour ces personnages, on ne peut pas qualifier ça d'impudeur. Chez eux, ils n'ont pas la notion, justement, la notion de la pudeur. Ils exposent leur corps, voilà, c'est pour eux, un petit peu comme les artistes bruts travaillent en des productions artistiques, quoi. Ils dominent pas du tout ce qu'ils font. C'est des choses qui sont à l'intérieur d'eux et qui s'expriment comme ça, en dehors de toute convention, de tout. Et alors, il y a évidemment, pourquoi j'ai choisi ces deux exemples extrêmes, c'est pour dire qu'évidemment au milieu il y a tout ce que pourrait avoir raconté Jean ou ce que pourrait avoir raconté Piquet-Coult qui recentre un petit peu tout ça. Moi j'ai voulu montrer qu'il y a des visions d'artistes, enfin, qui sont totalement aux extrêmes et qui en même temps ont une vision de la femme. Pour Rustin, en tout cas, pour Cranach l'ancien, je ne sais pas du tout, parce que je ne sais même pas s'il y a des écrits qui parlent de son travail en essayant de savoir qu'est-ce qui l'a conduit à faire des choses comme ça. Mais chez Rustin, c'est une immense tendresse pour ces modèles qui sont hors du commun, parce que ce n'est pas des gens qui sont dans la vraie vie. Et cette immense tendresse vous permet peut-être, pour certains comme moi, de supporter la crudité et la cruauté et l'immense solitude des gens qu'il a peint. Voilà, c'est quelque chose qui bouleverse vraiment. Et il y a eu
il y a eu lors d'une exposition qu'il a faite à Créteil, au centre culturel de je sais pas où à Créteil, une exposition qui a dû fermer aux enfants, le premier jour ou le deuxième jour, interdit aux enfants de rentrer parce que il y a des critiques, mais qui l'ont assassiné, mais qui n'ont rien compris à son travail, évidemment. Voilà, c'est quelqu'un. Et vous avez dans ce petit blabla un peu décousu, vous avez à la médiathèque de Bagnolet, où est en même temps la galerie atelier de notre camarade Jean, à la médiathèque de Bagnolet, vous avez une peinture de Rustin qui a été offerte à la médiathèque. Et si vous avez l'occasion de passer à Bagnolet, essayez d'y aller et de la regarder. Ils ont aussi une doc sur Rustin, film, bouquin, etc. pour essayer de vous aider à comprendre ce blabla confus que je vous sers ce matin. Mais tout ça, c'est pour synthétiser peut-être un peu, je crois pas d'ailleurs, mais enfin, tout ça, c'est pour dire que dans la peinture, dans l'histoire de l'art, il y a à peu près toutes les représentations féminines existent entre ces deux extrêmes. D'une part, Cranach qui idéalise, qui a une vision de la féminité absolument extraordinaire, mais dans la beauté, dans toutes ces choses, voilà, qu'on approche difficilement avec nos regards un peu déformés de mecs. Et puis Rustin qui vous remet vraiment les panards sur la terre en vous faisant affronter justement la féminité, mais d'une manière qui n'est pas la plus, comment dirais-je, à prime abord, comme ça, la plus réjouissante pour nos yeux, voilà, et notre sensibilité. Alors je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Jean les dessous du visible. Oh, parfaitement. Oui, non, enfin, parfaitement à ta manière. Oui. Voilà, messieurs, dames. C'était Juliette Gréco qui interprétait Si tu t'imagines. Oui, sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, toujours sans Dieu, sans maître et sans pub à Racaille, avec notre cher camarade Piquicou à la régie, voilà, qui occupe cet petit espace, un peu de fraîcheur dans cette émission.
Notre Jean, d'auto-discernement de la République, qui va vous causer tout de suite dans le poste de la chère meurtrie. Alors non, mais notre Jean, faut dire. Bon, la chère meurtrie des femmes dans la peinture. Parce que notre Jean, lui, c'est... Voilà, vous allez après la viande cassée, martyrisée des hommes, ouais. Oui, les violences faites aux femmes dans la peinture, les exemples sont d'ailleurs assez nombreux. Hein. Il y a même de fort beaux tableaux. Alors je pensais au départ pouvoir me baser là-dessus, mais j'y arrivais pas, tu vois. Je me suis rendu compte qu'un tableau, par exemple, pour ne prendre qu'un exemple, hein, comme la mort de Sardanapale, où on égorge toutes les femmes de son harem, tu vois, pour qu'elles partent avec lui. Les chevaux aussi, d'ailleurs. Et j'ai jamais pu le regarder, en fait, vraiment ce tableau, tu vois. Ça me fait un effet assez bizarre, donc voilà, je me suis dit, je vais plutôt prendre des tableaux parmi les plus doux, et je vais comme ça vous me parler de la violence faite aux femmes dans la peinture de manière décalée. Alors il y a 2 semaines, très précisément, je ne sais pas si tu t'en rappelles, je vous avais vanté les mérites d'un livre en vitrine à la librairie Publico, hein, c'était mon livre de la semaine, L'amour d'un être mortel de Georges Bataille. Tu ne peux pas avoir oublié ce morceau d'anthologie. Non. Je te l'ai dit d'ailleurs que c'était un morceau d'anthologie. Eh bien, je vais vous citer une phrase de ce même auteur, hein, Georges Bataille, qui va nous servir aujourd'hui de fil conducteur. Hein. Si la beauté dont l'achèvement rejette l'animalité est passionnément désirée, c'est qu'en elle, la possession introduit la souillure animale. Elle est désirée pour la salir. Eh ben moi, pas du tout, tu vois. C'est marrant, hein, j'adore Georges Bataille. Alors pour le coup là, je trouve qu'on a affaire à, c'est peut-être pour ça que tu t'y reconnais, à un baratin typique de jésuite, tu vois. Ça c'est un coup bas. Oh oui, carrément. Ouais. Non mais Piquet-Coup, elle fait des bulles dans la régie. Non mais écoute, excuse-moi, mais si la beauté est consentante, il peut pas y avoir souillure. T'es d'accord? Non. En aucun cas. En aucun cas. Ah bon, moi je suis pas d'accord. Si elle ne l'est pas consentante, le mot souillure, alors il fleure bon son eau bénite, excuse-moi, ou son purgatoire à loyer modéré, je vais dire, et il me semble surtout pour le moins insuffisant. Ouais. Parce que c'est de crime qu'il faut parler. Oui, bien sûr. Et ce crime, il a un nom, ça s'appelle le viol. Hein? Oui, mais justement, je pense que même en consentement, c'est parce que le consentement des femmes... Pardon, Jean. Non, vas-y. Que le consentement des femmes, il est appris par l'éducation, par l'histoire qu'on a fait aux femmes. On les a inscrits dans un processus, si tu veux, de domination par l'homme. Donc, même un homme qui pénètre une femme, même si c'est sa femme, même si elle l'aime, même si elle est consentante, d'une certaine manière, j'assimile ça à un viol. Voilà, c'est tout. Bon, ça va demander... Ça va demander quelques débats que nous n'allons pas aujourd'hui parce qu'on n'aurait pas le temps. Alors, dans les tableaux que j'aurais pu utiliser, j'oublie volontairement l'intérieur, hein, l'un des plus beaux tableaux de Degas, hein, rebaptisé d'ailleurs un peu trop explicitement à ses yeux, le viol par ses contemporains. Piquet-Coup nous en avait fait un magistral commentaire en septembre 2012, donc on ne va pas repasser les plats. Hein. Ou encore le verrou de Fragonard, parce que ça, c'est moi qui m'étais répandu en fait sur ce petit bijou d'ambiguïté. Ah oui, un bijou d'ambiguïté, mais magnifique. Oui, là, j'ai oublié la date. C'était peut-être déjà il y a quelques années. Mais enfin bon. Alors, je vais m'appuyer sur 2 tableaux radicalement différents l'un de l'autre, hein, bien que datant de la même époque, à l'opposé l'un de l'autre, pourrait-on dire. Hein. Je crois que le premier, il date de... Là aussi, on est dans la première moitié du XVIe siècle. Ça doit être 1920, un truc comme ça. C'est la Fornarina de Raphaël. Le second, c'est Titien. Ça doit dater de 1935, quelque chose comme ça. Pas 1935. J'ai dit 1935. 1535. Oui. Donc, il doit y avoir à peu près une quinzaine d'années d'écart entre les deux. Hein. Voilà. Tout d'abord, essayons d'oublier qu'avec Raphaël, nous tenons une sorte de parangon de la grâce en peinture. Hein. Car ce tableau, la Fornarina, est une véritable antithèse de son idéalisation systématique, on va dire, de la beauté féminine. Hein. Le nez plutôt fort de cette femme, je rappelle qu'on peut aller le voir sur le blog de l'émission. Hein. Le nez plutôt fort de cette femme... ses yeux globuleux, tu vois, l'irrégularité de son visage, tout a persuadé les amateurs comme les contempteurs du peintre
à travers l'histoire, de considérer que le modèle était une prostituée de bas étage. Au point, selon eux, d'avoir brûlé vif Raphaël, j'exagère pas, hein, et flétri la fleur jusque-là si fraîche de l'Italie. Hein. Or, Vasari, hein, qui suit Raphaël quand même d'assez peu, hein, et Formel, la Fornarina, cette fille de boulanger, hein, du Trastevere, inspira longtemps une folle passion au peintre, qui exigeait de l'avoir constamment près de lui quand il travaillait, même quand il peignait des fresques au Vatican. Ça a vraiment, il imposait ça dans son contrat, si tu veux. Je veux que cette femme soit avec moi. Voilà. Alors la Fornarina ne représente pas la souillure, Robert, mais l'amour folle. Hein, et la souillure n'est le fait que des spectateurs du tableau. Rendu foudrage, et là j'exagère peut-être un peu, mais enfin rendu foudrage par l'impossible possession de cette peinture, de cette femme et de son corps si vrai, si désirable. Je vais m'appuyer maintenant sur la Vénus d'Urbino du Titien. Quand je vous ai dit que j'avais choisi exprès des tableaux doux, c'est le cas. Hein. C'est 2 tableaux parmi les plus doux de l'histoire de la peinture. Hein. La Vénus d'Urbino du Titien, déesse immortelle de l'amour. En la représentant les yeux ouverts, tu vois, allongée nue sur des coussins en compagnie d'un petit chien qui somnole et tenant un bouquet de roses à la main, le peintre en a fait une femme réelle. C'est vrai, elle nous regarde droit dans les yeux. Hein. La sœur de chair, en fait, de la petite boulangère du Trastevere. Hein. Jusqu'à très récemment, avec Mark Twain, hein, qui a osé, c'est quand même un écrivain, un de nos écrivains de référence, je pense à tous les deux, il a osé... Quand tu m'as dit ça, j'étais un peu stupéfait. Ah bah, moi, il s'est un peu tiré une balle dans le pied, là, tu vois. Enfin, ça lui fait plus très mal, qui a osé carrément à propos de ce tableau, vous pouvez vous rincer l'œil avec la plus immonde, la plus vile, la plus obscène image que possède le monde. Ouais. Voilà. Cliquez sur le lien sur Internet, vous allez voir. Ça, c'est les presbytériens américains. Voilà, la Vénus d'Urbino va essuyer le prurite de la critique, hein, en étant au mieux assimilée à une courtisane, au pire, là encore, à une prostituée. Hein. Cette identification qu'on peut qualifier de péjorative tout de même, ne redonne-t-elle pas au spectateur client une position de maîtrise sur une femme-objet dont il peut alors prétendre disposer? Encore une fois. Hein, là, ça rejoint un petit peu. Finalement, on n'est pas loin d'être d'accord. Ouais. Il est possible que nous finissions bons amis à la fin de ce papier. Cette tentation, hein, que l'on peut retrouver tout au long de l'histoire de la peinture, d'assimiler le corps nu de la femme, hein, à celui d'une professionnelle de l'amour, ne trahit-elle pas le trouble éprouvé devant une beauté qui n'intimide pas suffisamment le désir? On est bons amis, tu vois bien que ça monte, ça. Ne révèle-t-elle pas, disons-le clairement, la tentation pour chaque spectateur mâle de neutraliser l'inquiétude plus ou moins vive à laquelle l'expose la moindre tension érotique? Et là, c'est très curé. Et n'expose-t-elle pas au bout du compte les désirs troubles du principal responsable du tableau, son auteur? Oui. Voilà, la semaine dernière, j'avais suffisamment dénoncé les peintres qui martyrisaient, qui assassinaient, qui torturaient la viande des hommes. Hein. Ai-je besoin de vous dire ce matin ce que je pense des artistes qui ont représenté ou même seulement suggéré la tentation du viol? Voilà. Ah, magnifique. Décalé, hein, mais il n'y a que comme ça que j'arrive à le faire. Décalé, je trouve ça très actuel, au contraire.
C'était Maryse, interprétée par Georges Chelon. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, toujours sans Dieu, sans messe, sans pub, sur la bande FM 89.4, vous pouvez aussi l'écouter sur votre ordi en live, voilà, à Racaille, avec Piquécou à la régie et dans toutes les disciplines de cette émission, qui va vous parler, qui va évoquer pour vous le peintre Jean-Michel Atlan, 1913-1960. Alors maintenant, c'est plus Jean qui met des dates, c'est Piquécou. Voilà, une nouvelle quête de l'invisible sous le visible, avec Jean-Michel Atlan, peintre français d'origine judéo-berbère, né en 1913 à Constantine. Peintre des énigmes, peintre marginal, inclassable dans les mouvements picturaux de son époque dans les années 50, il ne veut pas se laisser enfermer dans une école ou un style, comme l'école de Paris ou le mouvement Cobra, auquel il appartient un moment, ou alors l'expressionnisme abstrait. Il écrit d'ailleurs dans une lettre à des amis japonais en 1959 « C'est mon destin d'abandonner les routes trop publiques, car quand les sauterelles arrivent, il vaut mieux planter sa tente ailleurs. Et la mode en peinture fait bien plus de ravages que les sauterelles. » Une peinture en mouvement, des rouges, des bleus, des jaunes, cernés de traits épais, noirs, qui font penser à des vitraux. Ces formes dansantes, rythmées, des totems, des ondulations, renvoient à l'univers des mythes, des légendes, de la mystique juive qui a baigné son enfance. Cette danse aux formes si ondulantes est pour lui ce rythme primordial à l'origine du souffle de la vie et qui insuffle le sacré dans sa peinture. Il définit ainsi ses recherches picturales. Mes préoccupations magiques et mystiques se retrouvent dans ma peinture. J'ai toujours été intéressé par deux pôles, l'érotique et le magique. Il revendique une peinture vivante et semble raconter inlassablement le drame de la destinée. Le philosophe Jacques Derrida, que nous évoquions au début de l'émission, a su le comprendre et pénétrer les profondeurs de sa peinture, car Atlan refusait souvent de s'expliquer et de se commenter. Il disait seulement ceci: « Je ne suis pas abstrait, ni du point de vue du climat de mes œuvres, ni du point de vue exécution. Une forme m'intéresse seulement quand elle vit, ou alors quand j'ai réussi à la faire vivre, et alors elle n'est plus abstraite, elle est vivante. » Voilà, c'est une lettre que Jean-Michel Atlan adressait à Michel Ragon, qui d'ailleurs a écrit un livre sur lui. Ouvert aux mondes asiatiques et à leur spiritualité, il bâtit un univers de signes avec des rythmes répétitifs, à l'image de formules magiques ou de mantras. Donc Jean-Michel Atlan arrive à Paris à 17 ans pour étudier la philosophie. La vie parisienne, tumultueuse et riche de rencontres, aiguise sa passion pour la politique et la peinture. Il commence à peindre, mais de façon tout à fait autodidacte et personnelle, en 1941, en pleine guerre, et pendant l'occupation, traqué par les nazis. Il fait de la résistance, est arrêté en 1942. Il est condamné à mort, emprisonné à la prison de la Santé. Et il évite le poteau d'exécution en se faisant passer pour fou, avec un parfait talent de dissimulation. Il est interné à l'hôpital Sainte-Anne, et là, dans son isolement, il apprend véritablement à dessiner et à peindre, et aussi à composer des poèmes, et à contempler les fragiles frontières entre folie et raison. Il est libéré en 1944 et se lance à nouveau dans la résistance. Son autre frère Paul est tué lors du débarquement en Provence. À la Libération, il est véritablement un peintre, formé dans la solitude et la douleur. Malgré sa rencontre avec Gertrude Stein, qui lui ouvre les portes de ses amis collectionneurs, il reste dans l'indifférence et vit misérablement. Ce n'est qu'en 1956 qu'il est reconnu et peut vivre de son art, malheureusement peu de temps, car il meurt 4 ans plus tard d'un cancer foudroyant. Ouais, une destinée particulière. Hein. Et alors, comme tu l'as dit, il y a dans le livre dont tu avais lu un extrait d'ailleurs tout à l'heure, Pensez à ne pas voir, hein, de très belles pages de Derrida sur Atlan. Je voudrais juste lire un tout petit extrait. Hein. Si la peinture d'Atlan résonne, si elle chante, si elle associe toujours la danse au chant, c'est aussi une peinture de la voix, fût-ce parfois de ce murmure presque inaudible. Il faut croire pour l'entendre. Il faut tendre l'oreille d'une foi toujours mal assurée, presque sans voix, comme toujours, la foi digne de ce nom. Il faut donc douter de tout pour voir venir cette voix dans la peinture. Il faut attendre que les hommes aient déserté. Ils sont repartis dans le désert avec leurs idoles. Désert de cette peinture théoséomorphique, où l'on chercherait en vain, entre les dieux et les animaux, la mesure d'un format humain. Voilà, c'est...
Pas facile d'écrire sur la peinture, lui il y arrive. Hein. Ouais, voilà. Il y arrive, pas d'une manière complètement compréhensible pour tout le monde, mais non, c'est vrai. Et puis on verra si on peut retrouver ce livre de Michel Ragon sur Jean-Michel Atlan. Ouais, peut-être que Michel Ragon, il sera plus... il faut plus à la portée de nos petites cervelles, de nos petites cultures, je dois dire. Hein. Bon, c'est pas une critique du tout. Hein. Voilà, voilà, bon, c'est tout ce que j'avais à baver. C'était un morceau de musique klezmer qui s'appelait Happy Nigoun, interprété par le duo Pelle Cugno. Sur Radio Libertaire, une très belle musique pour illustrer cette vie tragique de cet artiste, voilà, que je découvre avec vous, parce que moi je vous dis, je suis toujours un peu en retard pour toutes ces choses-là, et je vais me pencher plus attentivement sur son œuvre. Bon. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, et tout de suite, notre Jean qui va vous causer dans le poste, ou pique et couche, je sais pas lequel des deux, du musée Bourdelle, le musée intime, voilà. Eh ben écoute, comme je suis galant, je commence. Bon, d'accord. Tout est dit. Non, tu veux commencer? Pas du tout. Bon. Oui, effectivement, la première, c'est Bourdelle intime au musée Bourdelle. Ça, c'est 18 rue Antoine Bourdelle dans le 15e arrondissement de Paris, valable jusqu'au 23 février 2014. Encore un de ces musées qu'on peut visiter peinard. Ouais. Il y en a quelques-uns à Paris, ils sont pas nombreux. Et le musée Mayol aussi. Bon, enfin bref. Musée Rodin, peut-être. Bourdelle intime ouvre une perspective inédite sur l'atelier, lieu de création, mais aussi de vie familiale, à travers la sélection d'une 60aine de photographies, dont certaines qui ont été prises par Bourdelle lui-même ou par ses proches. Nouvellement restaurées, pour la majeure partie d'entre elles dévoilées pour la première fois, ces images sont l'occasion d'ouvrir à la connaissance du public un fonds muséal riche de quelques 15 000 photographies.
tout en offrant un témoignage assez rare quand même de la naissance et de l'activité des ateliers à Montparnasse. L'exposition délivre un portrait de Bourdelle tout en facettes, l'importance de la vie domestique au sein de son atelier, son sens de l'amitié, ses admirations et ses goûts. La mise en regard de ces tirages avec un choix de dessin, de sculpture ou encore de peinture méconnue révèle les intrications entre la vie intime de l'artiste et sa création, et mettent en lumière la force de l'acte photographique, on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure avec Derrida, source et matière du processus créateur du sculpteur. De l'homme à l'œuvre, de la biographie à la création, autant d'images pour réfléchir au jeu subtil entre la vie réelle et la vie fantasmée. Deuxième exposition, Kahnweiler et ses peintres, au LAM, un allée du musée à Villeneuve-d'Ascq jusqu'au 12 janvier 2014. À l'occasion de son 30e anniversaire, le LAM retrace l'histoire de la galerie Louise Léris en commençant par celle de son fondateur, Daniel-Henri Kahnweiler, qui l'a ouverte en 1907 en lui donnant d'abord son nom. Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris, Henri Laurence, Fernand Léger, André Masson s'y rencontrent et assurent vite le succès de cette galerie, presque exclusivement consacrée au cubisme naissant et très fidèle à ses peintures. Contraint à l'exil et dépossédé de ses biens en 1914, Kahnweiler revient à Paris en 1920 et ouvre un nouvel établissement du nom de son associé, la Galerie Simon, qui accueille une nouvelle génération d'artistes. André Baudin, Eugène de Kermadec et surtout André Masson, point de contact avec le surréalisme. Naturalisé en 1937, Kahnweiler est déchu de la nationalité française après l'invasion allemande en 1941. Il cède alors sa galerie à Louise Léris, sa belle-sœur et collaboratrice, suite à un décret imposant l'arianisation des biens juifs. Sont présentés chronologiquement la galerie Kahnweiler, la galerie Simon, l'atelier d'André Masson et la galerie Louise Léris. Voilà, encore une raison, une bonne raison d'aller dans le Nord. Tout à fait. Et oui, parce que si mes camarades se décarcassent pour vous, pour les expos, le moins que vous puissiez faire, c'est de vous bouger les fesses pour y aller. Voilà. Et tout de suite, on va passer aux expos. Non, pas aux expos. Non, je suis tellement dans leurs expos, bon voilà. Non, mais pourquoi pas? T'en as peut-être une. T'en as peut-être une. Quelque part, à Bagnolet. Une petite expo à ne pas manquer à Bagnolet, par exemple. Robert. À la galerie L'Atelier, 65 rue Sadi Carnot. Pour tous ceux qui n'y sont pas encore allés. C'est pas moi de faire de la publicité pour ça. Bon, allez. Une exposition. Alors, si, tu sais, c'est les grandes peintures, ça s'appelle Parodie. Bon, bref. Les œuvres de l'AFA, tout de suite, 4 œuvres. Et on commence maintenant, ça va devenir une vraie tradition, par les éditions du Monde Libertaire, avec un bouquin, c'est dans le déstockage, c'est des bouquins à 3 €. Et c'est quand même criminalisation de l'immigration et la répression policière. On est en plein dedans. Voilà, la France, pays des droits de l'homme, hors sujet à la lecture des textes de cette brochure, écrit par 4 auteurs de différentes générations. Il semble que rien n'ait changé en 60 ans. Moi, je dirais même plus, mais enfin, je ne vais pas en remettre une couche. Depuis des années, les ministres de l'Intérieur qui se succèdent, de gauche comme de droite, et en ce moment on est en plein dedans avec le petit Valls là qui reproduit exactement la politique de son prédécesseur ou de ses prédécesseurs, voilà, Sarkozy, Guéant et compagnie. Voilà, n'ont de cesse de réprimer, de tenir des discours d'exclusion et de rejet des étrangers. Socialiste, droite, même combat. Aujourd'hui, le dernier en date n'a pas appliqué moins de 14 des 17 principes du parti raciste, xénophobe de l'extrême droite et de la haine. Le Front National, bien armé, est pourri. La continuité du caractère répressif de l'État est perceptible en particulier par l'utilisation de méthodes pétainistes. Alors pour les jeunes qui ne savent pas qui c'était ce vieux con de Pétain, c'était un militaire à la retraite, quasiment un maréchal de France, qui a pactisé avec les nazis, vous voyez, où ça a conduit les carrières militaires. Voilà, la continuité alors les méthodes pétainistes, voire fascisantes, je vois pas, pétainiste et fasciste, ça va ensemble, dans le long inventaire malheureusement non exhaustif des exactions perpétrées par des policiers, relevées par Maurice Rachfus, qui a écrit un bouquin là-dessus, qui a été lui-même
interpellé, si on peut dire ça comme ça, par la police pendant la guerre de 39-45 et qui s'est retrouvé, je pense, en camp de concentration, quelque chose comme ça, parce qu'il était juif, dans les archives de l'Observatoire des libertés publiques. Voilà, c'est un petit bouquin que vous pouvez... parce que c'est vraiment l'actualité, même s'il n'est pas sorti hier. Hein. Il est dans le déstockage des éditions du Monde Libertaire, mais c'est des bouquins que vous pouvez vraiment... 3 € quand même, faut pas déconner. Hein. Vous allez à la librairie Publico, vous en parlez à notre pote Laurent, notre ange de la librairie, qui vous en causera ou qui vous le retrouvera assez vite. Voilà, pour introduire en quelque sorte la librairie Publico et son état fragile, je vous le répète à chaque fois, mais je le répéterai jamais assez, que vous pouvez soutenir évidemment en la visitant physiquement. C'est mieux que par le net, mais bon, pour le net c'est la province quand ils viennent pas à Paris, mais pour les Parisiens, les banlieusards, vous pouvez très bien vous bouger les fesses pour y aller. C'est les fêtes de fin d'année, là, ces fêtes pourrites, sauf que si vous offrez autre chose que du foie gras et des choses comme ça, vous pouvez offrir des bouquins à vos enfants, à vos parents, à vos amis, et vous pouvez les trouver à la librairie Publico. Vous aurez au moins la chance, en tout cas dans cette librairie, de trouver des bouquins qu'on ne trouve pas partout. Voilà, ce qui ne veut pas dire que les autres librairies ne sont pas intéressantes, hein, ou que les autres maisons d'édition, que celles du Monde Libertaire ne sont pas intéressantes. Mais là, on a un petit faible pour eux parce qu'ils sont plus fragiles que beaucoup d'autres. Voilà. La librairie Publico, 145 rue Alma à Paris, comme on vous le répète tous les mardis avec notre Jean. Et puis vous pouvez aussi, si vous voulez la soutenir, la librairie Publico, vous pouvez souscrire à un plan d'épargne logement. Non, je déconne. Enfin, lui donner des sous, quoi. Faire partie de ces souscripteurs qui sont quand même, ou quelques-uns qui sont assez, on peut dire, généreux. Voilà. La librairie Publico, avec, je le répète aussi assez souvent, avec notre permanent, maintenant ils étaient 2, maintenant ils sont plus 15, ça veut dire qu'il y a urgence à la soutenir. Notre Laurent, qui est toujours fidèle au poste et qui aussi organise des soirées à Publico toutes les fins de semaine. Gratuites, je le répète. Puis du coup, vous évoquera pour une, je pense, à la fin de l'émission. Voilà, puis vous avez aussi le Monde Libertaire, l'hebdo de la Fédération anarchiste avec ses dérivés, le gratuit, le 15 hebdomadaire gratuit et le hors-série, que vous trouvez tous les mardis en dépôt de presse à la librairie Publico. Je parle pour le Monde Libertaire qui est hebdomadaire. Les autres, ils sont pas hebdomadaires, ils sont 15 hebdomadaires ou mensuels ou quelques fois par an. Voilà, vous les trouvez à la librairie Publico. Vous pouvez en profiter pour vous abonner au Monde Libertaire. C'est important d'être abonné d'un journal. C'est vraiment ça qui peut soutenir son action, qui peut le rendre un peu pérenne, voilà. Et vous pouvez aussi souscrire pour le Monde Libertaire, de filer de la thune, quoi, comme on en connaît certains. N'est-ce pas? Je ne citerai pas parce qu'il est très modeste, mais bon, on regarde le fusil un peu, sur place, quoi. Voilà. Ça, c'est pour le Monde Libertaire. Et puis, vous avez enfin la radio que vous écoutez en ce moment, Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans mettre, sans pub, qui elle aussi évidemment a besoin pour être audible de camarades qui au moins se payent la carte d'auditeur à 20 €, qui peuvent retirer à la librairie Publico en demandant gentiment à Laurent, dis donc Laurent, tu n'aurais pas les cartes d'auditeur de Radio Libertaire, et vous alignez 21 et vous la passent. Voilà. Il y a aussi les amis de l'association des amis de Radio Libertaire, et puis aussi un petit plan de souscription à partir de 5 € pour soutenir cette radio qui doit évidemment entretenir son matériel high-tech. On a changé il n'y a pas longtemps la porte blindée qui a coûté je ne sais plus combien de milliers d'euros, 5 000 € je crois, ouais c'est ça. Voilà, il faut quand même les payer les 5 000 €. Hein. Bon, tout le monde, tous les gens de bonne volonté qui ont un peu de thunes, voilà, ils mettent la main aux lardeuses pour pouvoir aider la radio. Moi, je crois que j'ai fait le tour j'ai fini la quête. et voilà. Et puis Kikou certainement à vous causer de la librairie Publico aussi. Ouais, 2 petites annonces. Donc un vernissage scopitonique à l'exposition Go to Léo. Donc c'est vendredi 13 décembre à partir de 18h et samedi 14 décembre donc à partir de 14h. Projection de Scopitone, dédicace de livres et de tableaux, donc à la librairie du Monde Libertaire. D'accord.
Bon, un petit coup d'œil. Enfin. Mais non, et jeudi soir, il se passe quelque chose d'exceptionnel jeudi soir, Piquet-Cou. Oui, jeudi soir. Alors jeudi, l'équipe d'Aracaille participe à l'émission Civis Pacem, est invitée donc dans cette émission. Donc nous serons à nouveau sur les antennes de Radio Libertaire jeudi à partir de 18h. Voilà. Eh ben, on a fait le tour. Pour causer de l'engagement des peintres dans justement qui s'engagent par leur œuvre ou par leur façon de s'exprimer ou de vivre contre la guerre, contre toutes les guerres, pour la paix, etc. Évidemment, on va vous parler dans l'émission pacifiste des fauteurs de guerre. C'est exactement ça, hein. Oh la vache, je suis impressionné quand même. Alors donc, tu parleras de quoi en fait dans cette émission? Moi, je vais parler du pacifisme et de l'antimilitarisme en général, plus que dans la peinture, dans l'imagerie. Puis peut-être, si j'ai un petit peu de temps, j'ai 2 volets déjà que j'ai prévus, et peut-être si j'ai un petit peu de temps, je parlerai de Clovis Trouille, un familier de cette émission à Racaille. Et moi, je causerai dans le poste de quelques peintres comme Lorjou, comme Robert-Roll, comme Picasso, et puis un autre, je sais plus, un 4e aussi. Alors, oui, enfin bref, je vais pas vous... On doit arrêter cette émission. Salut à tous, merci de nous avoir supporté. C'est très bien. Salut. À la semaine prochaine, au revoir. Je termine l'émission avec Paris Canaille par Catherine Sauvage.